Présentation du plan d'action de la feuille de route du gouvernement de transition par le Premier ministre Mokhtar Wane devant les membres du Conseil national de la transition. G5 Sahel, quelle analyse des conclusions du sommet de Djamena et le monde de réponse dans ce journal avec Boubacar Bokoum, analyste politique. Les réformes constitutionnelles annoncées par les autorités de la transition doivent être prioritaires selon certains acteurs politiques, car le marchandage des élections existe depuis l'avènement de la démocratie et cela fausse toutes les règles de la démocratie. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, réunis en séance plénière ce vendredi 19 février au Centre international de conférence de Bamako, CICB, le Premier ministre Mokhtar Wane a fait la lecture de la feuille de route de la transition devant les membres du Conseil national de la transition. Le débat est prévu pour le lundi 22 février au CICB. Cet ensemble cohérent d'actions vise à atteindre, dans un horizon précis, des objectifs définis, avec des moyens identifiés dans le respect du temps imparti et des équilibres macroéconomiques et financiers. La mise en œuvre du plan d'action du gouvernement contribuera aux réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la consolidation de la démocratie, c'est-à-dire à renforcer la stabilité des institutions démocratiques et républicaines et à améliorer la gouvernance. Le gouvernement, formé le 5 octobre 2020, a été installé, vous le savez, dans un contexte politique, économique, social et sécuritaire très difficile. La pandémie de la Covid-19 accroît la complexité de cette situation. Pour autant, je dois vous assurer que le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire reste déterminé à mener à bien la mission qui lui a été assignée dans les délais convenus. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les 6 axes du programme d'action gouvernementale que j'ai l'honneur de vous présenter à présent. Le premier axe de ce programme porte sur le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. En effet, la sécurité demeure la priorité des priorités pour notre pays, qui y joue sa survie en tant qu'État et en tant que nation. Nous faisons face au terrorisme, à l'insécurité grandissante et multiforme, telles que les violences communautaires, le banditisme et les trafics transfrontaliers, y compris la drogue, d'armes et d'êtres humains. Dans la poursuite des efforts en cours et suivant la feuille de route de la transition, les actions du gouvernement en matière de sécurité portent sur 4 priorités. L'axe numéro 2 du plan d'action du gouvernement, qui porte sur la promotion de la bonne gouvernance. Cet axe se décline, quant à lui, sur 5 priorités. La première vise à restaurer l'autorité et l'utilité sociale de l'État à travers la fourniture de services sociaux de base, au niveau de l'administration territoriale et de la justice. Recrutement de personnel dans la fonction publique des collectivités territoriales, administration générale, éducation, santé et développement social, emploi et formation professionnelle. Renforcement du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, présence effective de la justice sur toute l'étendue du territoire national, intensification de la communication sur les actions de justice. Au niveau de la santé et du développement social, réhabilitation et équipement de 20 centres de santé communautaires et de 6 centres de santé de référence. Recrutement et redéploiement de 163 agents de santé de qualité
et de 926 agents de santé communautaires. Construction de 20 centres de santé communautaires et de 5 maternités en collaboration avec les collectivités territoriales bénéficiaires. Prise en charge médicale de 15 000 personnes en situation de précarité immatriculées au RAMED, au régime d'assistance médicale, et immatriculation au RAMED de 30 000 nouvelles personnes. Prise en charge de 250 pupilles de la nation. Au niveau des infrastructures, de l'équipement, des transports, de l'énergie, de l'eau et du numérique, nous allons poursuivre et achever les travaux d'infrastructures routières, libération de la zone aéroportuaire de Bamako-Sénou des occupations illicites, mise en œuvre du plan de relance du trafic ferroviaire des voyageurs et marchandises sur l'axe Bamako-Dakar, mise en œuvre du plan de libération des servitudes et des lits des collecteurs naturels du district de Bamako des occupations illicites en vue de lutter contre les inondations. Mobilisation des ressources afin d'achever des logements sociaux en cours de construction sur l'ensemble du territoire. Réalisation de l'interconnexion 225 kV Guinée-Mali, Salankoroba, frontière de Guinée. Réalisation du projet de centre national de conduite et du doublement de la capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba d'une puissance de 6 MW. Réalisation des points d'eau modernes, précisément 104 systèmes hydrauliques pastoraux améliorés. Réalisation d'une station de surpression sur le site de réservoir de Bako-Dikoro-Golf. Poursuite du déploiement de la télévision numérique terrestre sur toute l'étendue du territoire national. Extension du service de l'accès universel au téléphone à d'autres localités. La priorité numéro 2 de cet axe vise à promouvoir la citoyenneté et le civisme à travers l'éducation et la culture. Vous le savez, le Mali est une nation multiséculaire, riche de sa diversité, construite autour des valeurs cardinales de la citoyenneté, à savoir la civilité, le civisme et la solidarité. Or, ces valeurs qui ont longtemps structuré et régulé la société malienne sont malheureusement mises à mal par des comportements nouveaux qui menacent la cohésion sociale. Face à cette situation, le gouvernement s'engage à créer les conditions du vivre ensemble grâce à la promotion d'une école de qualité cultivant le civisme, enracinée sur la culture et ouverte sur le monde. À cet effet, seront mises en œuvre les mesures suivantes. Information et sensibilisation des agents publics et des citoyens sur les symboles de l'État. Promotion de l'esprit de vigilance et du contrôle citoyen par la formation des acteurs au respect du bien public, au contrôle de l'exécution des budgets, à l'initiation, à la dénonciation des biens mal acquis et les pratiques illicites dans la gestion publique, formation sur la citoyenneté et les droits humains, sensibilisation par des préceptes religieux du sentiment de citoyenneté et de la volonté de vivre ensemble. Enfin, formation de 500 enseignants à la culture de la paix, de la citoyenneté et du civisme. La troisième priorité de ce deuxième axe vise à renforcer la lutte contre l'impunité et accentuer la lutte contre la corruption. La lutte contre l'impunité et la corruption s'inscrit en droite ligne des préoccupations soulevées par le peuple malien lors des journées de concertation nationale. Elle pose les questions fondamentales relatives à l'amélioration de la gouvernance et à la mise en place d'institutions fortes et crédibles. Une justice saine, accessible, efficace et performante, des vérifications et des audits réguliers, le suivi et l'application des recommandations et sanctions qui en sont issues, ainsi que la mise en place de garde-fous relatifs à l'enrichissement illicite, sont autant de réformes permettant de restaurer la confiance des citoyens dans l'appareil d'État. À cet effet, les efforts porteront sur les actions suivantes. Intensification des missions de vérification de la gestion des structures de l'administration territoriale,
collectivités et services, intensification des missions d'audit de performance et de contrôle de conformité, organisation d'une session des assises spéciales sur la grande criminalité, enfin déclaration obligatoire des biens des fonctionnaires et agents de l'État assujettis. Quatrième priorité de l'axe numéro 2, rationaliser les dépenses publiques à travers la réduction du train de vie de l'État. La dépense publique représente plus de 20% du PIB de notre pays, chiffre très élevé qui explique en partie notre forte dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Il n'y aura pas de redressement du pays sans un effort considérable de rationalisation du train de vie de l'État. Dans cette perspective, le gouvernement mettra en œuvre les actions suivantes. Opérationnalisation de la facture normalisée et sécurisée. Bancarisation des salaires des agents des forces de défense et de sécurité. Mise en place d'un système de rapportage et de suivi technique et financier des ressources transférées aux collectivités territoriales. Poursuite de la mise en place du compte unique du Trésor au niveau des établissements publics. Poursuite de la dématérialisation de la passation des marchés publics. Enfin, rationalisation de la gestion du parc automobile de l'État. La cinquième et dernière priorité de ce axe vise à auditer la gestion des fonds alloués au secteur de la sécurité, de la défense et de la justice dans le cadre des lois d'orientation et de programmation. Depuis le déclenchement de la crise en 2012, notre peuple et nos forces de défense et de sécurité ont consenti d'importants efforts matériels, financiers et humains. Dans ce cadre, en 2015, une loi d'orientation et de programmation militaire LOPM a été votée avec un financement de 1230 milliards de francs CFA sur 5 ans. Une autre loi de programmation relative à la sécurité intérieure a été adoptée en 2017 avec un budget de 446 milliards de francs CFA pour la même durée. Après plusieurs années de mise en œuvre, ces différentes lois et conformément aux attentes des Maliens sur ces questions, le gouvernement mettra en œuvre les mesures suivantes. Renforcement des services d'inspection des états-majors et ceux de l'inspection générale des armées et services. Réalisation de l'audit de la mise en œuvre de la loi d'orientation de programmation militaire, réalisation de l'audit et la mise en œuvre de la loi de programmation du secteur de la sécurité intérieure. Du point de vue de certains membres du Conseil national de transition, cette feuille de route présentée par le Premier ministre Mokhtar Ouane répond aux aspirations du peuple malien, mais la question est de savoir quels moyens faut-il pour la réalisation de ce projet du gouvernement de la transition. Suivons quelques réactions. Je pense que vraiment il a bien présenté. Il reste maintenant de voir ce qui va se passer dans les actes. Comme certains, parce que tout ce qu'il a dit, il y a certains, la mise en œuvre de certains est déjà commencée, donc par le gouvernement. Maintenant, on va attendre tout ce qui va se passer pendant le reste de la transition, ce qu'il a dit, s'il va le mettre en œuvre. Et là, on va le suivre, le peuple va le suivre. Et le CNT aussi est là pour le suivre. Donc ça, c'est le premier point. Le second, il y a quelques parties où il est important de lui demander réellement comment il va faire et quels sont les moyens qu'il dispose pour qu'on puisse savoir quels sont les moyens qu'il dispose pour pouvoir mener cette activité à bon escient. Parce que tout ce qu'il a dit là, vraiment c'est intéressant et c'est mouse. Est-ce qu'il a les moyens de ce qu'il a dit? Donc vraiment il faut qu'on arrive à savoir tout ça là. Mais vraiment à prime abord je suis satisfait. À prime abord je suis satisfait. La présentation du Premier ministre, c'est salutaire parce qu'au moins ça nous permet de commencer le travail et de démarrer déjà pour le contrôle gouvernemental parce que ça c'est notre mission en tant que Conseil national de transition. Mais on a 48 heures pour vraiment bien lire le document et dans les jours à venir, le lundi, apporter nos impressions et les amendements. Je pense, comme tout le monde,
qu'il y avait une cohérence, il y avait une démarche aussi bien agencée. Mais là, la question fondamentale, est-ce que le temps imparti à la transition, les réformes souhaitées, la nouvelle constitution, sa mise en œuvre et aussi l'adhésion des Maliens, est-ce que tout cela pourra se réaliser dans le temps imparti? Je crois que lundi, dans le fond, nous aurons effectivement, en tout cas des questions seront posées par les honorables membres de transition pour voir effectivement si cela peut se réaliser. Sinon, de mon point de vue personnel, je pense qu'il y avait une cohérence et puis des indications précises par rapport à la dynamique de la feuille de route. La solution, c'est la mise en œuvre effective, diligentée et surtout aussi bien expliquée, parce que vous et moi, vous comprenez très bien que même dans le discours du PM, nous reconnaissons qu'il y a un problème important, c'est-à-dire que la communication, il faut améliorer la communication et l'implication de tout le monde et surtout organiser une conférence sociale permettra, j'en suis sûr, de bien relayer les difficultés et de comprendre que les difficultés aussi doivent être partagées par tout le monde parce qu'en faisant allusion au terrain de vie de l'État qui doit être diminué conformément aux difficultés et aussi redéployer des ressources sur des couches plus vulnérables et l'implication effective de toutes les forces vives à travers un dialogue social qui doit aussi prendre en compte la volonté du changement. Je pense que sur ce point, le Premier ministre, en tout cas, est très cohérent, mais nous attendons dans l'effectivité, dans le fond, qui sera le débat le lundi. Et je pense que est-ce que le Premier ministre pourra nous convaincre avec son gouvernement que ce qui a été dit peut se réaliser dans le temps imparti. Ça, c'est la grande interrogation. À l'issue du sommet de N'Djamena ce 16 février dernier, les chefs d'État du G5 Sahel et leurs partenaires se sont félicités des résultats enregistrés face au groupe terroriste depuis le sommet de Pau. Ce point de vue est-il partagé par les populations locales? Quelle analyse des conclusions du sommet de N'Djamena? Boubacar Bokoum, analyste politique, répond à ces questions au micro de Madina Traoré et Djakari Djadambeli. J'avoue que je suis resté sur ma faim parce que ce sommet n'a pas beaucoup varié sur l'axe qui avait été donné par le sommet de Pau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous écoutez les propos de M. Macron, ça veut dire que la clarification a été faite par le président de la transition parce qu'il y a une harmonisation par rapport aux différents points de vue entre M. Macron et M. Badao. Ça veut dire clairement que ce qui a été demandé en son temps à Ibrahim Boubacar Keïta de clarifier la position des pays du Sahel et notamment du Mali a été clarifié par Mbadao. Ça veut dire qu'aujourd'hui le président de la transition est totalement d'accord avec cette approche que la France continue à exercer, que la France continue à être présente au Mali et donc l'accord issu du processus d'Alger, son processus de mise en œuvre, donc toutes les choses qui avaient posé problème pendant le mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta semblent être acceptées par monsieur le président Mbadao. Donc l'autre aspect qui est important de souligner, c'est que à un moment donné, il y avait des discussions par rapport au retrait des forces françaises et éventuellement la diminution de l'effectif de Barkhane. Je pense que là aussi, les positions ont encore évolué. Ça veut dire que Barkhane ne partira plus et l'effectif va être même renforcé parce que le besoin objectif reste. Et il faut retenir aussi que Idriss Déby, qui devient président en exercice, a décidé aussi de donner 1200 hommes pour renforcer les capacités dans les trois zones du Liptako-Gourma. Donc grosso modo, on peut retenir que ce sommet n'a fait que réaffirmer ce qui existait déjà, donc il n'y a pas quelque chose de très nouveau par rapport à ce sommet. Le seul point de discorde que j'ai noté, c'est la position malienne de négocier éventuellement avec Iyad Abali et Amadou Koufa, qui semble ne pas être une position appréciée par la France, qui estime qu'on ne doit pas négocier avec des djihadistes, ce qui me paraît effectivement très paradoxal. Quand un citoyen européen est pris en otage, on est prêt à payer des sommes colossales, on est prêt à négocier, mais quand un État dans sa totalité, comme le Mali est pris en otage par les terroristes, la France s'oppose à une négociation. Donc ça me laisse un peu perplexe. Donc en gros, voilà un peu les éléments que j'ai retenus par rapport au sommet de N'Djamena.
le mot de la fin, c'est d'abord de m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont décédés ces dernières années suite à la crise que ce Mali connaît depuis un certain temps et d'interpeller les dirigeants de la transition pour intégrer une notion stratégique de bonne gouvernance. Parce que quand j'ai regardé Macron l'autre jour, j'ai compris qu'il avait des stratèges, il avait des grands techniciens qui ont fait le travail technique pour lui. Parce que Macron lui-même, à le voir, on sait qu'il ne maîtrise pas un certain nombre de domaines. Mais il s'est assis gaillardement, donné des injections et donné des orientations stratégiques qui, en fait, viennent de grandes réflexions stratégiques, notamment des officiers supérieurs de son pays, notamment les hauts fonctionnaires civils de son pays. Alors, donc, je pense que quelque part, il faut que nous aussi, on réfléchisse beaucoup, qu'on se dise, c'est bon d'aller à un sommet. Mais avant d'aller à un sommet, il est bon qu'on écoute aussi nos stratèges, nos intelligences, pour que nous ayons une position stratégique définie par rapport aux intérêts du Mali. Chaque fois que nos chefs d'État partent en France, nous avons l'impression qu'ils partent juste écouter et prendre des instructions pour revenir. Il est important aujourd'hui que nous arrêtions de nous comporter de cette façon et que nous puissions faire confiance à nos intellectuels et que nous puissions faire des réflexions stratégiques à notre niveau qui définissent les intérêts réels de notre pays et que nos chefs d'État doivent aller défendre dans les grandes conférences. Il faut qu'on ait des positions parce qu'on écoute Macron mais on n'entend pas la position de nos chefs d'État. On ne sait pas quelle orientation stratégique nos chefs d'État ont. Et je pense que ces crises ont montré à suffisance que nous devons aussi avoir nos intérêts. Nous devons aussi, en tant qu'Africains, avoir nos positions. Nous devons pouvoir être capables de défendre nos différentes positions vis-à-vis des autres États du monde. Chaque État, en principe, défend les intérêts de son pays. Donc, si la France est en train de se battre pour faire prévaloir ses intérêts dans le précaré qui est le nôtre, pour éventuellement des retombées en termes de ressources financières, pour permettre au président Macron, par exemple, d'assurer le revenu universel du citoyen français, mais il est tout à fait normal que M. Badaou aussi commence déjà à réfléchir comment donner de l'emploi aux jeunes Maliens, comment négocier nos intérêts sur le plan international pour que chacun d'entre nous puisse aussi avoir un revenu universel, un revenu conséquent, et que nous puissions retrouver notre dignité, et que cette économie puisse être relancée. Voilà les enjeux que je pense doivent être des enjeux stratégiques pour l'État du Mali. Le Mali fait face à une crise multidimensionnelle dont la principale cause est celle de la crise politique depuis l'avènement de la démocratie. En cette période de transition, une réforme institutionnelle est en vue. Pour certains responsables politiques, notamment le président du parti APM Maliko, Modibo Kadiogé, cette réforme est d'une importance capitale pour le pays car l'achat de conscience fausse toutes les règles de la démocratie. Et toutes les crises que nous vivons au Mali, depuis la date que vous avez indiquée, et la plupart de ces crises sont liées aux contestations électorales. C'est des crises post-électorales. Et ce sont ces différentes crises qui nous ont amenés aux différents coups d'État et aux différentes remises en cause. Nous sommes dans la démocratie depuis un bon moment, mais de mon point de vue, il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance sur comment nous organisons les élections. Et nous avons déjà eu l'expérience d'une CENI qui a tout organisé. Et quand cette CENI a tout organisé, il y avait un problème sur le fichier. Il y a eu un grand débat à l'Assemblée nationale à l'époque. Le fichier n'était pas bien fait. Donc immédiatement après, naturellement, les gens ont contesté. Ça, c'était une CENI qui organise tout, comme un organe unique de gestion. Et c'était la CENI dirigée à l'époque par Maître Kassoum Tapo. Et Ibeka était Premier ministre à l'époque. Après, nous sommes allés à un système où il y a la délégation générale aux élections, il y a la commission électorale nationale indépendante et il y a l'administration territoriale. Donc trois acteurs qui organisent les élections. Ce système aussi, avec les trois acteurs qui gèrent les élections, il y a des difficultés. Et je pense que le tout se résume à une crise de confiance
les gens n'ont pas confiance aux résultats. C'est lié certainement à comment les élections sont organisées, comment la supervision est faite. Et il y a beaucoup d'achats de conscience dans nos élections. Et l'argent prend de plus en plus une grande place dans nos élections. Et le taux de participation est toujours plus bas, malgré le nombre assez élevé de partis politiques. Cela nous interpelle tous en tant qu'acteurs politiques. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, et au dialogue national, et aux concertations nationales, il y a eu une revendication, pratiquement, on peut l'appeler ainsi. Beaucoup ont souhaité qu'il y ait un organe unique de gestion. Un organe unique de gestion, des personnalités indépendantes qui peuvent se retrouver là, totalement différentes de l'administration. Parce que l'administration, comme vous le savez, le pouvoir qui est là, c'est ce pouvoir qui désigne les ministres. Et c'est ce ministre qui met en place son équipe. Et il y a toujours cette tentation de vouloir travailler pour son mandat, pour celui qui vous a mis là. Et c'est ce qui fait que les hommes politiques n'ont pas confiance aux résultats. Donc, l'organe unique de gestion, ça allait être un organe où des personnalités indépendantes allaient être là pour gérer les élections. Et leur mandat devait transcender également les mandats des différents candidats. C'est vrai que c'est possible que cela soit une solution. Mais cela ne suffit pas, parce qu'il faut aussi rentrer à l'intérieur du système d'organisation des élections. La place de l'argent dans les élections dans notre pays, où les voix sont de plus en plus monnayées, et ça force toutes les règles de démocratie. Les débats ne sont plus des débats sur des programmes, mais c'est au plus offrant. Et le plus offrant, et ce n'est pas la démocratie. Et ce n'est pas pour cela que nous nous sommes battus. Et de mon point de vue, nous sommes à cette étape. Et les réclamations sont faites, les gens ont émis des vœux. Il s'agit de travailler à trouver une solution à tout ça. Et c'est ce que nous avons appelé également la refondation, et au niveau des institutions et au niveau du processus électoral. Notre mot de la fin, c'est d'inviter le ministère de l'administration territoriale. Et comme je l'ai dit tantôt, et à aller très vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. La transition, c'est 18 mois. Et il est important qu'on puisse respecter la durée. 18 mois, il faut qu'on termine avec la transition. Et pour cela, il ne faut pas perdre beaucoup de temps dans les hésitations. Et le débat doit porter sur d'abord le programme des réformes. Quelles réformes et quand? Et quand on finit avec ces débats, un consensus autour de ces débats, nous allons maintenant parler des différentes élections. Et c'est très important parce que j'ai vu que dans leur planification, au premier semestre de 2011, ils comptent faire le référendum. Le référendum, c'est quand même un débat très profond et ça touche à des points essentiels de l'organisation de notre pays. Et planifier ça en 6 mois, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il faudrait qu'on programme sérieusement les réformes et qu'on programme après les élections, les différentes élections qu'on va organiser et on fera les choix. Et troisième point, et je pense qu'il faut aussi beaucoup insister sur l'aspect sécurité quand on parle d'élection. L'autre jour, le ministre de l'administration territoriale était accompagné du ministre de la Refondation. C'est très bien. Pour moi, il est venu pour l'organe unique de gestion. Il devait être accompagné par le ministre de la Sécurité. La sécurité est essentielle dans l'organisation des élections aujourd'hui dans notre pays. On va parler du référendum, on va parler d'élections dans les communes. Les gens vont faire campagne. On va parler des législatives, on va parler des présidentielles. Les gens doivent faire campagne. Ils vont faire campagne où? Dans quelles conditions? C'est important qu'on examine cette question et c'est important que chaque fois qu'on les rencontre, que le ministre de l'administration territoriale soit avec le ministre de la Refondation et le ministre de la Sécurité. Et c'est comme ça que nous allons partir tranquillement
à l'organisation des élections pour mettre fin à la transition que nous avons actuellement. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.